bonjour, je suis très heureuse d'être là. Alors, je vais commencer par remercier les organisatrices de ce colloque et le Collège de France. Et voilà, alors je m'appelle Myriam Koreshi, je suis philosophe et metteuse en scène et écrivaine. Et là, je vais partager, je vais plutôt prendre ma casquette d'écrivaine. Je vais partager avec vous un état de ma recherche, parce que je suis en train de travailler un nouveau livre et qui coïncide bien et qui est interféré peut-être aussi avec le sujet du colloque d'aujourd'hui. Et donc le titre de mon intervention, c'est Interférence et interaction. Et j'espère que voilà mon intervention justifiera l'usage de ces termes. Alors, je vais vous laisser regarder quelques images qui font, dont il va être question dans ce qui suit. Il s'agit particulièrement d'un article qui est paru dans cette revue, qui est à la croisée donc des arts, des sciences et des technologies. Et je vais vous présenter donc quelques images. Donc je me situe en amont doublement de ce dont il a été question jusqu'à présent, en amont de la physique quantique, en apparence en tout cas, et en amont du champ de l'art contemporain, parce que je vais essayer de réunir ici deux figures, un physicien britannique du début du 19e siècle. Donc la planche que vous voyez là a été réalisée en 1800, enfin en tout cas apparue en 1807. Et la rencontre qui va avoir lieu va être orchestrée donc entre ce physicien Thomas Young, pour le nommer, et une peintre du XXe siècle, enfin à cheval entre le XIXe et le XXe siècle, Hilma af Klint, qui est très probablement pionnière dans l'art abstrait. Et donc les planches de Thomas Young, qui sont des données scientifiques, pour reprendre le terme d'Olivier Dadoun tout à l'heure, sont généralement à gauche, et les peintures qui sont donc comparées à ces planches sont généralement à droite et sont de Hilma af Klint, qui a été inconnue jusqu'à à peu près la fin du XXe siècle, et dont les dates, c'est bien de le rappeler, donc elle est née dans les années 1860 et est morte en 1944, et a tenu à ce que sa production plastique soit gardée secrète, parce qu'elle considérait que ses contemporains n'étaient pas prêts et prêtes à recevoir sa production artistique et à l'apprécier pleinement pour sa valeur. Donc les toiles d'Hilma af Klint dont je vais parler là datent toutes de cet ensemble qui est comparé donc aux planches de Thomas Young, datent toutes à peu près de 1915. Mais l'épiphanie abstraite a eu lieu en 1906 pour elle. Donc au-dessus, Thomas Young, en dessous, Hilma af Klint. Même chose. Voilà, donc il y a à peu près une dizaine d'œuvres d'af Klint, et chacune une dizaine d'œuvres comparées dans l'article dont je vais parler maintenant. Je vais revenir sur celle-ci. Donc, il s'agit d'une rencontre improbable entre... Là, je dévoile que le trait d'union, évidemment, c'est mon intérêt
moi, femme du XXIe siècle, à la croisée de la philosophie et voilà, de la recherche, et un intérêt prononcé pour qui et comment on fait la science. Moi qui fais ces recherches pour un nouveau livre, et une astrophysicienne, une jeune astrophysicienne, Britt Lundgren, qui a fait l'article dont il va être question. Donc une rencontre improbable entre une astrophysicienne du XXIe siècle, une peintre du début du XXe siècle, enfin, en tout cas pour les œuvres dont il est question là, et un physicien ou un savant polymathe, parce qu'on parlait sans doute pas de physicien à son époque, Thomas Young, du début du XIXe siècle. Donc le point de départ est une trouvaille, faisant des recherches, comme je l'ai dit pour mon prochain livre, qui est une enquête littéraire sur la manière dont les femmes font la science fondamentale, de la physique donc, aujourd'hui. J'ai fait une double rencontre pour le sujet qui nous intéresse, à savoir le croisement entre art et science, et peut-être à un niveau structurel. Il s'agit d'une rencontre intellectuelle, scientifique et plastique qui constitue l'objet d'un article qui s'intitule « Action at a Distance ». Did physicist Thomas Young's 1807 lectures inspire some of the earliest examples of abstract art? Et cet article est paru en avril de cette année dans Leonardo, cette revue internationale de référence à l'intersection des arts, des sciences et des technologies. L'article établit un rapprochement entre des diagrammes de physique optique de Thomas Young, donc début XIXe siècle, et certaines œuvres d'Ilma af Klint, peintre suédoise, qui soudain, en 1906, mais vraiment soudain, du jour au lendemain, c'était une peintre elle faisait de la figuration, donc soudain, en 1906, se met à peindre des tableaux d'une abstraction tout à fait inédite, dans des formats d'une envergure tout aussi inédite. Et cette rencontre, organisée entre la peintre abstraite et mystique du début théosophique, du début du XXe siècle et le savant polyvalent du début du XIXe siècle, est née d'une rencontre entre l'autrice de l'article et l'œuvre assez grandiose et improbable d'Ilma af Klint, qui a été exposée au Guggenheim en 2019. L'autrice, l'astrophysicienne Britt Lundgren, qui exerce son métier à Nashville, est allée visiter cette exposition. Donc, Britt Lundgren est spécialiste de la formation des galaxies. Elle visitait tranquillement, comme un loisir apparemment, cette exposition. Et alors, elle raconte alors que près d'un an plus tard, préparant des cours d'histoire de physique de l'optique, elle consultait l'ouvrage majeur de Thomas Young, à qui l'on attribue d'avoir établi la théorie ondilatoire de la lumière grâce à ses expériences sur la réfraction et la diffraction. Et l'ouvrage majeur de Thomas Young, qui s'intitule « A Course of Lectures on Natural Philosophy and the Mechanical Arts » est paru en 1807. Un volume colossal couvrant virtuellement tous les grands thèmes de la philosophie naturelle et des arts mécaniques, y compris l'axe principal de recherche de Young à cette époque, la nature de la lumière et de la couleur. Et je cite Britt Lundgren dans son article. « En examinant la planche, j'ai réalisé que nombre de diagrammes de Young rappelaient des éléments clés des peintures géométriques emblématiques d'Af Klint dans les séries. Donc, il y a quelques séries distinctes, Alter Pieces, dont vous avez vu les images, Alter Pieces, Parsifal, The Swan and the Dove, qu'elle réalisa donc entre 1914 et 1916. Et je précise que les planches, pour des besoins, qui sont donc un substrat scientifique, sont réalisées par Thomas Young. Ce texte est donc l'organisation d'une double rencontre défiant les espaces et le temps, les temps bien circonscrits entre Ilma af Klint et Thomas Young d'une part, et entre une astrophysicienne et le champ de l'art, avec ses historiens d'art et ses méthodes d'autre part.
Et ce texte est un objet paradoxal. Une scientifique contemporaine y consacre un long travail comparatif entre les planches donc optiques de Thomas Young et les peintures abstraites d'Hjalmar af Klint, sans lien historique documenté entre eux, écrit par une astrophysicienne qui a donc consacré un temps là aussi tout à fait inédit à écrire cet article, pourtant loin en apparence de son domaine de spécialité et de son champ, mais très intriguée et stimulée par la résonance visuelle étonnante entre les deux productions et aussi par l'adéquation aux images peintes par Hjalmar af Klint des descriptions de Young pour ces diagrammes. Et je cite à nouveau Britt Lindgren pour cette mise en parallèle, cette comparaison. La littérature existante décrivant les sources connues d'af Klint ne mentionne pas Young, mais à plusieurs reprises, les légendes qui accompagnent les figures en couleur chez Young semblent presque décrypter des éléments de peinture, des peintures d'af Klint ou attirer l'attention sur des détails qui pourraient autrement passer tout à fait inaperçus. Un extrait de la planche 29 des Lectures de Young est accompagné de la description suivante. Figure 420. L'apparence d'une portion de lumière bleue au bas d'une bougie observée à travers un prisme. Figure 421. L'apparence d'une ouverture circulaire de taille modérée observée à travers un prisme. Figure 422. AB et CD représentent l'apparence des deux extrémités d'une large surface blanche ou d'une fenêtre observée à travers un prisme. Les bandes obliques de couleurs montrent les degrés selon lesquels des lumières de différentes sortes entrent dans la lumière composée. Il s'ensuit de cette analyse que les couleurs horizontalement opposées l'une à l'autre dans AB et CD composeraient toujours ensemble la lumière blanche. Cette légende, ajoute Britt, décrit presque indifféremment des caractéristiques présentes dans groupe 10 number 1, Altepiece, qui est donc le tableau qui est à la droite de l'écran. D'où la question directrice d'af Klint, pas d'af Klint, mais que pose Britt Lundgren, qui met en route son enquête. Les recherches de Young pourraient-elles avoir inspiré certains des premiers exemples connus d'art abstrait? Alors, je m'arrête un temps sur l'expression choisie par Britt Lundgren pour son titre, Action at a Distance. Ce choix, pour le titre, est assez remarquable pour une astrophysicienne, physicienne du XXIe siècle. Une thèse sur une action-influence à distance par une astrophysicienne du XXIe siècle, on peut en douter. Son emploi est chargé de prudence critique. Le rapprochement qu'elle opère est suggestif et important pour l'épistémologie des sciences et des arts, sans pouvoir prétendre à la preuve matérielle. Britt Lundgren adopte ici une posture prudente plutôt que spéculative. Elle n'utilise pas le concept de force dans un sens ésotérique, mais comme un outil métaphorique pour évoquer la possibilité d'une influence intellectuelle exercée à distance, sans lien matériel démontrable en dernière instance. Mais cette enquête elle-même, qui rapproche des temps et des champs séparés, fait résonner la nature même du travail de la peintre suédoise, dont les productions abstraites, inédites comme je le souligne encore ici, à leur époque, dans ces tailles et cette profusion, témoignent d'une préoccupation de savoir, d'une recherche sur les structures invisibles du visible, qui la rapproche en effet de l'expérimentateur Young. Alors, ce que fait concrètement Britt Lundgren dans son article, elle procède empiriquement et visuellement. Elle compare plusieurs planches gravées en couleur de A Course of Lectures de Thomas Young, notamment les planches donc de 27 à 36 avec des toiles d'Hjalmar af Klint, dont j'ai cité le nom des séries. Et elle observe donc que les figures de prismes, de diffraction et de spectres colorés de Young rappellent certaines des compositions circulaires, rayonnantes, symétriques d'af Klint. Deuxièmement, les légendes de Young, qui décrivent la composition de la lumière ou la formation d'arcs colorés, semblent parfois décrire avec des mots ad hoc
les figures et les déclinaisons de couleurs qu'on trouve sur les toiles d'Af Klint. Mais Lundgren ne prétend pas établir une influence prouvée, parce qu'il n'existe aucune trace, en réalité, d'un livre de Jung dans la bibliothèque d'Af Klint, ni de source mentionnée. Et c'est comme si elle proposait à la limite une expérience de pensée, chère aux philosophes et aux physiciens, en tout cas au siècle dernier. Si la transmission a eu lieu, comme il est permis de le conjecturer à partir d'un faisceau d'éléments concordants, mais qui ne sont pas probants en dernière instance, que dit cette résonance, cette ressemblance visuelle? Elle parle d'un voisinage des recherches du physicien et de la peintre, de ces similitudes qui ne paraissent pas fortuites. Que nous disent-elles? Ou que nous invitent-elles à penser? Les proximités formelles parlent-elles d'une convergence de préoccupations intellectuelles ou plus structurellement d'une intersection des champs, de champs de recherche, parce que les sciences cognitives, par ce que les sciences cognitives aujourd'hui appelleraient affordance visuelle. Le terme, alors petit moment sur cette notion, ce concept, le terme affordance visuelle vient de la psychologie de la perception de Gibson dans The Ecological Approach to Visual Perception de 1979 et désigne la capacité d'une forme ou d'une image à suggérer d'elle-même un certain mode de lecture ou de compréhension, autrement dit, ce qu'elle offre, affordance, au regard avant même toute interprétation et référence ou explication extrinsèque. Dans le cas d'Hjalmar af Klint, cette notion permet d'expliquer comment son œuvre, et tout particulièrement ses grandes compositions abstraites de 1906 à 1915, propose une structuration visuelle du savoir. La couleur, la symétrie, la circularité et la segmentation du champ pictural produisent un effet cognitif, un ordre perceptif, porteur de sens ou d'idées de structuration du réel perceptif. Ces formes possèdent une puissance de figuration intrinsèque, capable d'éveiller chez le spectateur des associations ou des schèmes mentaux, intellectuels, prenant sens par rapport à l'effort d'élucidation de la structure du monde, effort d'élucidation qui serait commun donc à plusieurs disciplines, plusieurs pratiques. Et c'est précisément cette affordance visuelle, cette capacité d'une forme à faire penser, qui donne un sens fort au rapprochement entre les peintures abstraites d'Hjalmar af Klint et les diagrammes scientifiques de Thomas Young. Les figures optiques de Young, cercles concentriques, spectres colorés, croisements d'axes, n'agissent ainsi pas seulement comme démonstration scientifique au sens d'un silotage disciplinaire, puisqu'il est avant le silotage disciplinaire. Elle partage avec les peintures d'Af Klint une intention de mise en ordre du visible, une grammaire formelle visible apte à représenter des relations invisibles. Ainsi, le rapprochement ne suppose donc pas de contact matériel entre les deux, mais repose sur la reconnaissance d'un potentiel formel commun, celui des structures visuelles capables d'organiser le savoir et de manifester l'invisible, de le rendre manifeste par son ordonnancement paradoxalement visible. Alors, là où Lundgren parle d'action à distance, je parlerai plus volontiers de résonance ou justement d'interférence. J'ai perçu ce rapprochement, l'événement de ce rapprochement, comme une interférence. Enfin, le signe d'une interférence. En physique, l'interférence désigne la superposition de deux ondes, produisant alternativement des zones d'amplification, crête sur crête, et d'annulation, crête sur creux. Le phénomène est éphémère, mais créateur d'un motif tiers, irréductible à l'une ou l'autre onde. Et ce concept d'interférence
permet de tenter de penser autrement la relation entre le visuel scientifique, les diagrammes de la lumière et de la couleur, leur grammaire démonstrative, et le visuel pictural et conceptuel, les formes abstraites d'Af Klint. Or, ces deux régimes de visibilité, effectivement, se superposent sans se confondre. L'un appartient à la logique expérimentale, l'autre à la recherche de conditions perceptives et symboliques. L'interférence entre les deux crée un champ d'agencement inédit, un espace où la connaissance ne passe plus par la causalité linéaire, mais par la coprésence de deux vibrations scientifiques et conceptuelles, rationnelles et intuitives, qui a à voir peut-être avec la structure fondamentale du monde. Alors, dans le cas, là, je vais passer insensiblement à la question de l'interaction, de l'interférence à l'interaction, vers une co-construction des régimes de visibilité. Dans le cas qui nous occupe, il ne s'agit pas seulement de mettre en avant que les diagrammes de Young et les peintures d'Af Klint résonnent visuellement, il s'agit de comprendre si et comment, dans cette résonance, un transfert de modèles de pensée a pu s'opérer et peut s'opérer. L'optique et la peinture deviennent ici des lieux d'expérimentation pouvant interagir. L'une explore les lois de la lumière, l'autre les conditions de sa perception et de sa manifestation. Les deux passent par la décomposition et la recomposition de visuels colorés, ordonnés selon certaines raisons, et donc par un processus intellectuel. Du côté de la peintre, une révélation sensible, construite selon des logiques formelles. Du côté du physicien, une intuition nourrie de méthodes et d'expériences. L'interaction désigne alors ce moment où les deux régimes de visibilité, scientifique et pictural, ne se renvoient plus simplement des formes, mais échangent des structures cognitives, schémas, gestes, figures, dispositifs. Ils s'affectent et se modifient mutuellement, mus par une préoccupation commune de connaissance, comprendre la dynamique de ce qui relie, traverse et organise le visible. Ainsi, les termes mêmes d'interférence et d'interaction, tels qu'ils sont mobilisés ici, tels que je tente de les mobiliser ici, ne sont pas seulement des catégories conceptuelles ou méthodologiques. L'intention est qu'ils conservent leur sens physique, plein, celui qui s'enracine dans la pratique expérimentale. Il n'est pas anodin que le rapprochement prenne appui sur Thomas Young, ce savant qui, en 1801, remet en cause la certitude newtonienne de la théorie corpusculaire de la lumière par son expérience des deux fentes. Cette expérience, où deux faisceaux lumineux se superposent pour produire un motif d'interférence, est restée au cœur de la manifestation expérimentale des phénomènes quantiques, notamment de superposition et de décohérence ou de la réduction du paquet d'ondes. Elle illustre encore aujourd'hui la double nature de la lumière et des particules, ondulatoires et corpusculaires, à la fois. En ce sens, évoquer l'interférence et l'interaction entre le champ de l'art et celui de l'expérimentation physique, c'est aussi réintroduire leur charge expérimentale. Leur emploi ici est donc volontairement un peu transgressif, quand ils ne renoncent pas à leur signification première, tout en l'appliquant ailleurs, quand même, dans un autre champ. Mais précisément, le mot d'interaction prend ici tout son poids. Dans la physique moderne, il s'agit de manière décisive d'une redéfinition du concept de relation. Le terme vient remplacer et refonder celui de force, hérité de la mécanique newtonienne. Cette redéfinition marque un tournant majeur, là où la force supposait un agent extérieur exerçant une action unidirectionnelle, l'interaction décrit une relation réciproque et constitutive au sein d'un champ. Depuis la fin du XIXe siècle, les physiciens ont renoncé à penser les phénomènes en termes d'action à distance pour les reformuler en termes d'interaction électromagnétique, faible, forte, gravitationnelle, chacune définissant un mode spécifique de couplage entre objets. Ces objets, comme il a déjà été
évoqué, ces objets ne sont plus conçus comme avant, comme des agents isolés, de l'intérieur desquels partirait une force qui s'appliquerait à distance à un autre objet. Ces éléments sont désormais conçus et perçus comme faisant système. Cette refondation n'est donc pas seulement lexicale, elle exprime un changement d'ontologie. Le monde n'est plus gouverné par des forces extérieures ou des causes isolables, mais par des relations dynamiques qui sont en elles-mêmes génératrices de réalité. Et c'est déjà dans cette zone d'interaction, et non dans un rapprochement extérieur, que s'inscrit l'intérêt documenté d'Hilma af Klint pour la science. Il fait partie du même champ opératoire, du même geste de connaissance. Là, je vais, à la suite de ce qui a été mis en avant cet après-midi, je vais mobiliser, comme un prolongement possible du concept d'interaction, la notion d'intra-action qu'a forgée Karen Barad, et dans ce qu'on peut appeler le tournant ontologique. L'interaction, telle qu'elle s'est précisée dans la physique moderne, suppose encore l'existence de deux entités distinctes qui entrent en relation au sein d'un champ. L'intra-action est un concept donc proposé par Karen Barad, physicienne théoricienne et philosophe des sciences américaines, professeure à l'Université de Californie à Santa Cruz, ancienne spécialiste de la physique quantique et de la diffraction. Elle est l'autrice de Meeting, je fais juste un petit point, de Meeting the Universe Halfway, Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning, ouvrage fondateur du courant du réalisme agentiel qui a déjà été évoqué et de la notion d'intra-action. Elle a également publié What is the Measure of Nothingness en 2012, prolongeant sa réflexion sur les matérialités du savoir, le féminisme et le tournant ontologique. Ce concept d'intra-action étant l'intention du concept d'interaction en renversant la logique de la physique classique, tout à fait, il n'existe plus d'entité préalable, mais seulement originairement et fondamentalement des phénomènes relationnels au sein desquels les agents et les objets se coproduisent. L'observateur, l'instrument, la mesure, le phénomène ne sont plus des termes extérieurs les uns aux autres et prédéfinis. Ils émergent ensemble dans le même acte de connaissance, ils émergent ensemble d'une situation épistémique. Barad s'inscrit dans ce qu'on appelle donc le tournant ontologique, the ontological turn, entendant tourner la page des excès du linguistic turn du XXe siècle. Il ne s'agit plus seulement de questionner la manière dont le langage ou les représentations médiatisent le réel et nous y donnent accès, mais de reconnaître que la situation même, la position, le dispositif, l'acte d'observation constituent ontologiquement le réel. Autrement dit, la réalité n'est pas donnée, elle est en train de se faire, à travers les configurations matérielles et discursives qui la produisent. Dans cette perspective, la rencontre entre Hilma af Klint et Thomas Young, telle que la met en jeu Britt Lundgren, prend une toute autre portée. Ce n'est plus une question d'influence ni même d'analogie, c'est un phénomène d'intra-action entre deux régimes de visibilité, le régime expérimental de la physique optique et le régime pictural de l'abstraction naissante. Les œuvres d'af Klint et les diagrammes de Young ne se répondent pas par transmission, mais par co-constitution. Leurs formes se rencontrent dans un espace où la connaissance et la vision deviennent indissociables. Ainsi, le geste de Britt Lundgren lui-même, celui d'une astrophysicienne travaillant sur l'histoire visuelle de la lumière, rejoue ce mouvement d'intra-action en confrontant les schémas de Young et les peintures d'af Klint. Elle ne juxtapose pas deux mondes, elle crée un dispositif de pensée où art et science s'interpénètrent, se diffractent et se rendent mutuellement visibles. Ce que révèle cette lecture, c'est que la lumière, objet d'étude pour le physicien, matière de révélation de forme pour la peintre, devient un opérateur de questionnement ontologique
Elle rend manifeste ce qui, dans les deux pratiques, relève d'un même souci d'expérimenter les conditions de l'être du visible. Et dans cette zone d'intraction, l'intérêt d'Hilma af Klint pour la science trouve bien sa place naturelle, non comme une curiosité périphérique, mais comme une dimension intrinsèque de sa recherche. Elle ne se contente pas d'emprunter un vocabulaire scientifique, elle engage la peinture dans une expérimentation cognitive, on retrouve ce mot, comparable à celle du laboratoire. Comme Jung décompose la lumière pour comprendre sa composition, af Klint décompose les formes sensibles pour saisir les lois de leur manifestation. La science et l'art deviennent ainsi deux configurations d'un même champ expérimental, où le visible se pense comme événement relationnel et non comme représentation d'un monde donné. Et je vais m'arrêter là. Voilà, je vous remercie.